Je voudrais essayer de vous raconter une histoire et pour cela, j'ai besoin d'un point de départ. Et rassurez-vous, ce ne sera pas exclusivement le point de départ de la crise de la Covid-19, même si peut-être que c'est pour ça que je suis ici avec vous cet après-midi. En fait, je pourrais m'imaginer à la place d'une ou d'un de nos aînés pour nous exprimer ou pour vous exprimer ses besoins de santé et la difficulté pour lui de trouver un médecin généraliste, d'avoir accès à des milieux de vie alternatifs en cas de perte d'autonomie, de pouvoir se nourrir le plus sainement possible malgré des difficultés socio-économiques. En fait, la pandémie ne les a pas épargnés et c'est comme si on avait découvert tous en mars 2020 que notre population était vieillissante. Cette pandémie était en fait une syndémie, c'est-à-dire l'expression d'une maladie infectieuse qui a trouvé un terrain propice à son développement. Une population vulnérable qui souffre essentiellement de maladies chroniques et de nombreuses comorbidités dans des environnements sociaux parfois fragilisants. Et c'est ce qui a permis à ce virus ses répercussions néfastes sur certains groupes cibles de notre population. Mais alors, on va parler du vieillissement de façon très négative et comme un risque pour notre société, alors que c'est juste l'inverse. C'est un atout considérable pour nous toutes et tous et sans doute très mal utilisé au bénéfice de la collectivité. Je pourrais me mettre dans la peau d'un père ou d'une mère de famille monoparentale, vivant donc seul avec ses enfants et qui doit combiner différents stratagèmes pour faire évoluer le mieux possible sa petite famille. Mes préoccupations seraient la scolarité, leur développement, mais aussi les soins préventifs et parfois le coût très élevé, comme les soins orthodontiques, les soins ophtalmo ou simplement acheter des lunettes. Ou je pourrais prendre la place d'un influenceur des politiques, pour vous exprimer un certain idéal. Et bien sûr, vu le contexte cet après-midi, c'est cette position-là, sans doute, que je prendrai. Et donc, si vous étiez finalement cet influenceur des politiques, qu'est-ce que vous proposeriez finalement comme bonne pratique issue finalement de la crise sanitaire ? Alors, si j'étais cet influenceur, d'abord je mettrais mes lunettes pour me concentrer, et j'inverserais en fait complètement le paradigme dominant dans lequel la plupart des pays se sont trouvés bloqués lors de cette crise sanitaire de la Covid-19, c'est-à-dire favoriser une démarche ascendante plutôt que descendante, en mettant en avant la participation, l'autoresponsabilité des personnes et des communautés, mais aussi la responsabilité sociale des institutions et des acteurs de la santé à tous les niveaux. En fait, nos systèmes de santé publique ont été bouleversés car la plupart d'entre eux n'ont plus investi suffisamment dans la prévention tout en continuant à limiter les ressources pour les soins de santé. Et quand une telle pandémie arrive sans crier gare, on se rend compte que notre culture de la prévention et de la promotion de la santé est très faible et que les structures et les ressources de santé publique ont fortement été appauvries depuis une quinzaine d'années. Face à un manque de relais de terrain réactifs et renforcés, on ne peut que fonctionner avec des ressources à disposition, c'est-à-dire souvent des hôpitaux pour prendre en charge des cas graves et limiter l'action de la première ligne de soins. Et pour le reste, à l'échelle de la population, on gère l'incertitude et face à l'impréparation ou l'inexistence de stratégies de prévention, nos décideurs politiques posent des principes de précaution sans grandes évidences scientifiques qui paralysent tous les volets de notre vie sociale et économique. Notre système de santé est composé d'un ensemble d'organisations, d'institutions, de ressources dont le but principal est d'améliorer la santé en lien avec des sous-systèmes économiques, sociaux, culturels, politiques, législatifs. Même si les soins de santé restent une priorité, il faut donc investir dans la coordination des différents sous-systèmes. C'est une approche multisectorielle qui permet le renforcement de tout le continuum d'intervention dans une prise en charge individuelle mais aussi collective, incluant les actions en amont sur les déterminants de la santé jusqu'aux actions en fin de vie. Un exemple dans le cadre de la pandémie de la crise, c'est ce qu'on a vécu dans les maisons de repos, qui aurait pu être nettement mieux géré avec une mobilisation accrue de différents acteurs, de différents secteurs complémentaires à celle de la santé. On a aussi beaucoup entendu parler dans la crise qu'il faut responsabiliser le patient. En fait, c'est comme si on avait fait plusieurs bonds en arrière concernant le partenariat de soins, les différents modèles des patients partenaires ou simplement avoir un déni des trajets de soins ou des prises en charge pluridisciplinaires existantes. La crise a mis à l'épreuve des avancées importantes qui étaient néanmoins soit insuffisamment ancrées institutionnellement ou trop faiblement intégrées dans les pratiques de nos professionnels. La responsabilité sociale, donc, peut être revue à différents niveaux, académiques, institutionnels, politiques,
Nos formations de base en santé ne correspondent toujours pas suffisamment aux réalités de terrain. Les stratégies de prévention, de promotion de la santé sont insuffisamment développées. Et on parle bien sûr aussi d'un problème dans le partenariat de nous tous pour la santé. Et donc, Monsieur Copiters, de façon très concrète pour les spectateurs qui sont ici, qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer les choses finalement? Alors je pourrais parler beaucoup de choses, mais si on peut essayer de prioriser en quelques minutes, je mettrai en avant certaines priorités actuelles qui seraient entre autres une attention particulière pour les jeunes, pour leur cadre de vie et leur santé mentale. Il est en effet important, plus que jamais, pour certains jeunes de pouvoir s'exprimer sur leurs difficultés. Cela passe par un meilleur accès aux services et structures disponibles, une meilleure connaissance des facteurs de risque et de la prévention en général. Un autre point serait le renforcement de la première ligne de soins, qui prend en charge plus de 80% des problèmes de santé de notre population, qui doit être avant tout pluridisciplinaire et valorisée. Cela passe prioritairement par l'augmentation du nombre de médecins généralistes, bien sûr aussi des spécialistes, une plus forte valorisation des études en sciences de la santé, la suppression du numerus clausus et une évolution des pratiques médicales en regard des transitions numériques et des nouvelles manières dont se fait la communication en 2023 via le partage de connaissances entre le patient et son médecin. Toujours sur cet aspect, une autre priorité est de compenser le déficit en ressources humaines paramédicales, avec une attention particulière pour les infirmières et les infirmiers qui sont nettement trop peu nombreux, mais aussi trop mal valorisés. Ils et elles sont pourtant la cheville ouvrière des soins de santé et ne pas prendre en compte actuellement leurs difficultés des métiers et rester attentiste va entraîner inévitablement une chute de la qualité de notre système de santé. Une autre thématique d'actualité serait l'appui aux 25 recommandations de la Commission scientifique sur l'avortement, dont la nouvelle proposition d'allonger la durée pour effectuer un avortement à 18 semaines, la fin du délai de réflexion pour la femme à moins de 6 jours, sa dépénalisation totale et une offre plus importante d'accès à une contraception gratuite pour les femmes jusqu'à 40 ans. Un autre point serait une meilleure coordination entre tous les niveaux de soins, mais aussi entre les niveaux institutionnels. Favoriser le continuum de la santé, c'est envisager des actions pertinentes et coordonnées depuis les interventions dans la communauté, en passant ensuite par la prévention individuelle, collective, l'offre de soins, la revalidation et bien sûr la réinsertion. Ce continuum de la santé ne peut se mettre en place que si les stratégies de santé publique sont cohérentes aux différents niveaux, tant au niveau fédéral que régional. Le morcellement institutionnel de la santé n'est profitable actuellement pour personne. Il existe aussi des différences régionales dans les politiques de santé, comme en matière de dépistage du cancer du sein, du cancer du côlon, ainsi qu'en matière d'imagerie médicale. Certains aiment souligner des taux de vaccination des enfants, en dehors de la Covid bien sûr, plus faibles en région bruxelloise, sans mentionner que cela est principalement dû à des différences sociales exclusivement. Et donc ça fait beaucoup de changements, et pour amener tous ces changements, ces différents changements, est-ce que vous pouvez proposer 2 ou 3 outils à la salle ? Et pour conclure, bien sûr, pour amener ces changements, il est nécessaire de travailler sur toutes les composantes du système de soins de santé et faire évoluer les ressources dans ce sens, avec l'objectif transversal de réduction des inégalités sociales de santé et une prise en compte d'un ensemble de facteurs environnementaux, comportementaux, politiques, etc. Et de considérer pleinement cette dimension One Health, c'est-à-dire une santé, une seule santé, c'est-à-dire une santé humaine et une santé animale, qui sont indissociables et étroitement liées, bien sûr, entre nous, les animaux et les humains, et avec nos environnements. Et cette approche et toutes les priorités que j'ai énoncées, c'est l'occasion pour nous tous de prouver, bien sûr, qu'on est prêt à tirer les leçons du passé, et aussi celles de la crise de la Covid-19. Et le slogan que j'ai vu là tout à l'heure, « Le courage de changer », va dans ce sens. Et si je devais donc proposer 2 ou 3 outils pour y arriver, j'insisterai sur la nécessité actuelle de relancer des dynamiques communautaires et citoyennes pour favoriser la responsabilité de tout le monde et définir de façon participative quelle santé nous voulons pour nous tous dans les 30 années à venir. J'insisterai pour travailler sur les atouts du vieillissement de la population en développant les stratégies qui sont elles-mêmes définies par nos concitoyens concernés. Et enfin, j'essaierai de pousser le développement de visions à long terme sur des stratégies favorisant la santé positive, c'est-à-dire avoir le courage d'investir dans des stratégies de prévention qui prennent le temps,
qui ont fait leurs preuves sur un plan scientifique et qui amèneront inévitablement des changements nécessaires au bénéfice de tous. Et cela nécessite en effet un vrai courage de changement. Je vous remercie.